Nous revenons avec nos invités Sylvestre Béni, Lu Magloire Kemayou et Magloire Teko Kenvi. Avant de parler de la Libye et de cette conférence internationale, pour consolider la transition continue un peu avec le Soudan, je sais que Sylvestre Béni et Lu Magloire ont envie de parler. Sylvestre, oui, vous avez la parole. En fait, je voulais rebondir en ce qui concerne donc les déclarations du Premier ministre. Aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu dans le rétroviseur, il n'a pas un bilan à faire valoir. Et il essaie donc de jouer un peu sur une fibre politique en présentant du moins ceux qui demandent la démission du gouvernement comme si ceux qui veulent faire une contre-révolution. Vous voyez, je me demande jusqu'où tiendra-t-il quand même ce discours, parce qu'on sait que en fait, les populations sont dans la rue et il y a une qui est soutenue par l'armée. Ouais. Et je me dis que lorsque l'armée est derrière, l'armée... Ça finit toujours à son avantage. Ça finit toujours à son avantage, plus ou moins. Maintenant, le mieux à faire aujourd'hui, je crois qu'il faudrait procéder par un dialogue, moi je le dis. Et si c'est le prix à payer d'ici le gouvernement, il faut le faire. Ne serait-ce que pour replacer les pions, parce qu'aujourd'hui, eux tous sont dans un flou total. On ne sait qui fait quoi, et or, c'est lui qui est la tête, donc c'est lui qui doit être comptable du bilan actuel. Donc si pendant plus de 2 ans, il n'y a rien à se mettre sous la dent, si pendant plus de 2 ans, la population est encore dans les rues à réclamer le minimum social, je me dis qu'on doit plus aller vers ce discours-là que de s'enfermer dans un discours politique en présentant les deux comme démissionne. S'il démissionne, il laisse la place à non, pas démissionner, parce que d'abord, nous ne sommes pas au Soudan, nous n'avons pas quand même tous les éléments pour apprécier la situation actuelle. Mais généralement, pour ce genre de situation, pour te sauver un peu, essayer donc d'améniser un peu la situation, généralement, qu'est-ce qu'on dissout le gouvernement, ne serait-ce pour voir d'autres membres influents, pour faire des cooptations. Et c'est d'ailleurs ce que les militaires réclament. C'est d'ailleurs ce que les militaires réclament. Je crois que ce n'est pas de la mer à boire. Mais s'ils persistent en disant non, il ne va pas partir, il ne partira pas et tout, oui, c'est vrai qu'il y a un premier coup d'État qui a été déjoué, mais je demande si le second peut l'être également. Oui, à côté de ça, il faut quand même dire qu'il y a d'autres éléments qui font la discorde, qui créent la discorde entre les civils et l'armée. C'est également cette idée d'envoyer Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale. Parce que si jamais il y va, en 30 ans, il a quand même mouillé beaucoup d'officiers de l'armée qui sont encore en activité et qui pourraient aujourd'hui le suivre à la Cour pénale internationale. Donc je pense que cette décision de le faire transférer à la Cour pénale internationale n'a pas beaucoup plu à l'armée. D'une part, ça le déshonore, ça déshonore son corps d'armée, et puis de l'autre côté, ça les met en grande difficulté parce que n'oublions pas que beaucoup de Soudanais, et notamment au sein de l'armée, souhaitaient que Omar El-Béchir soit jugé au Soudan. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un cas de figure où il perdrait la main. Et si on l'envoie à la Cour pénale, c'est par rapport notamment à ce qui s'est passé dans le Darfour, dont le numéro 2 actuel lui aussi, était quand même le chef de l'armée à cette période-là et est intervenu. Donc, il devrait être jugé au même titre qu'Omar El-Béchir. Donc ça, ce n'est pas rien dans l'opération. Et donc, je crois qu'il y a ce dossier-là. Il y a un ressentiment également, et je crois qu'au sein de l'armée, il y a 2 positions très divergentes là-dessus concernant le Sud-Soudan. C'est que beaucoup n'ont pas compris pourquoi Omar El-Béchir avait accepté de céder le Sud-Soudan, alors que... Enfin, même s'il y avait une pression internationale, il pouvait garder ce joyau-là pour lui, pour le Soudan. Or, il a accepté la scission des deux et beaucoup lui en tiennent encore rigueur pour ça. Mais il souhaiterait que ces questions-là soient réglées dans leur pays, par une cour soudanaise et non pas par la Cour pénale internationale. Si tu le permets, en fait, généralement, ce n'est pas du ressort d'un gouvernement de transition de se pencher sur le cas Béchir, envoyer la haie ou non. Ce n'est pas quand même de leur ressort. Eux, ils sont là peut-être pour normaliser la vie démocratique et passer le pouvoir. Mais le fait d'abord de dire, parce que j'ai écouté les populations qui scandaient, qui se disent qu'ils sont d'ailleurs surpris que depuis là, Béchir ne soit pas transféré à la haie. Vous voyez, ça, c'est un gros problème. Et je fais quand même le rapprochement avec ce qui s'est passé en Gambie, où Adama Barrow, qui n'a pas encore le pouvoir,
déclarait déjà qu'il peut envoyer Yaya Jammeh au CPI. Mais tout le monsieur a dit que non, il s'est ravisé, il dit qu'il ne parle plus. Il dit qu'il ne parle plus. Il a fallu cette pression-là de la CEDEAO avant qu'il ne parte. Oui, avant qu'il ne parte. Donc, le Premier ministre actuel, c'est pas de son rôle donc de dire oui ou non à envoyer donc Béchir à la CPI. Et ça a également des impacts plus ou moins peut-être négatifs sur ce gouvernement, parce que l'armée est là. Béchir n'a pas agi seul. Béchir est président, c'est des gens qui sont allés sur le terrain et qui sont là. Donc, craignant donc de quoi demain sera fait, peut-être de la peur de l'inconnu. Donc, il y a également cette tentative donc, de revenir au pouvoir. Donc, à lui de voir la part des choses et de prendre donc, le moins de mal en dissolvant le gouvernement et en prenant peut-être des gens sur qui il peut véritablement surfer pour continuer. Voilà. Magloire Teko, vous pensez aussi que le fait d'avoir pris langue avec la Cour pénale internationale est en train de peser véritablement dans la balance, parce qu'on a vu les militaires défier chaque fois la communauté internationale et surtout la CPI? Oui, ça j'ai mon avis personnel sur ce débat. Le fait d'estrader nos anciens dirigeants vers la CPI, personnellement, au-delà même du cas soudanais, moi j'étais fondamentalement contre, parce que oui, nous avons nos institutions qui sont là, nos institutions judiciaires, et je crois que si à un moment donné on estime que nos dirigeants ou un dirigeant a mal agi, il n'a pas agi dans l'intérêt du pays et qu'il faille, n'est-ce pas, le juger, je crois que le bon sens voudrait quand même qu'on le juge au plan national. Ça aussi, ça exprime notre autonomie, notre indépendance et notre orgueil national même. On a vu le cas de Laurent Gbagbo. Oui, avec beaucoup de chance également. Il a été, mais il est revenu finalement. Mais je présume on a vu Jean-Pierre Bemba. Il n'y aura pas de Laurent Gbagbo tous les jours. Il n'y aura pas de Laurent Gbagbo ni de Blé Goudé tous les jours. Mais le message qu'il faille tirer de l'exemple, par exemple, de Gbagbo et de Blé Goudé, c'est que oui, parce que Gbagbo revenu, vous avez vu l'engouement qu'il a encore au sein de la masse ivoirienne. Ivoirienne et africaine. Oui, ça voudra dire qu'au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, je pense que au cas où on estime qu'il a mal agi à un moment donné, il appartient à la Côte d'Ivoire de le juger. Il appartient à son pays de le juger et de le statuer sur son sort. Et donc, revenant sur le cas du Soudan, je crois que c'est là où je me dis les autorités en charge de la transition ont failli un peu, parce que la CPI, je sais que elle cherche à tout bout de champ où est-ce qu'il trouvait de la matière. Voilà, de la matière. Et surtout peut-être à prendre de la revanche sur Béchir, parce que Béchir a beaucoup... On devrait lui faire comprendre à la CPI là que oui, on vous comprend, mais laissez-nous le temps de juger notre ancien président selon les lois de notre pays. Et je reviens également sur le cas ivoirien. C'est là où j'ai apprécié un peu cette présence d'esprit ou la hauteur d'esprit qu'a pris le gouvernement ivoirien en décidant de juger la première dame Simone Gbagbo sur son territoire. Et donc, je crois que... Moi, je l'aurais apprécié si Gbagbo aussi était jugé sur le territoire. Oui, c'est ce que je dis. À l'époque, il y avait de la tension. Il y avait de la tension, de la pression. Oui, voilà. Il fallait plaire également à la communauté internationale, parce que ce n'était pas le régime de Ouattara seul. Du moins, le régime de Ouattara, il était arrivé, on sait les conditions dans lesquelles il était arrivé. Donc, il fallait agir aussi pour plaire à cette communauté internationale, même si mon homme n'aime pas trop l'expression communauté internationale. Mais c'est aussi un monstre parce qu'elle est désincarnée. On ne sait pas ce que c'est, la communauté internationale. Oui, c'est vrai. Il le dit souvent que voilà, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais lorsque les situations se présentent, on voit quand même des têtes qui interviennent dans les crises politiques internes des États, où on se demande, mais qu'est-ce que cette tête-là cherche dans des crises internes propres à des pays qui sont différents de leurs. Et donc, oui, pour vous répondre tout simplement, je pense que en décidant d'estrader
ou du moins remettre le président El Béchir à la CPI, je crois que c'était une erreur. Une erreur. Et comme lui, Magoula l'a dit, les têtes risquent de tomber. D'autres têtes. Pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour mieux agir. Ils peuvent se reprendre, surtout que sur le terrain, ça chauffe toujours. Non. Je crois que ça peut être une des alternatives pour aller vers la paix et la calme. On va parler également de cette conférence ministérielle internationale qui s'est tenue à Tripoli pour consolider le processus de transition au moment où la Libye s'engage dans la dernière ligne droite vers les élections cruciales pour son avenir. Sylvestre Béni, en quoi cette conférence peut avoir un impact sur les élections à venir, surtout les législatives qui sont prévues le 24 décembre 2021? Non, moi je veux bien croire à la bonne foi donc de la fameuse communauté internationale, parce que vous savez, oui, le thème revient toujours, vous savez, ce conflit libyen a été planifié par des puissances étrangères, et alimenté, exécuté d'abord, alimenté. Et aujourd'hui, s'ils décident donc d'aller à une conférence, ne serait-ce pour essayer donc de libérer les chevaux, finalement, je me dis que pour l'instant, on leur accorde le bénéfice du doute, parce que aujourd'hui, ici, la Libye est encore dans cette situation. Je me dis que c'est parce qu'à un moment donné, et ces puissances-là se sont partagées le pays. Il y a des Turcs, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui a pris, les Russes, les Français, les Turcs, et tout. Donc tout le monde se retrouve aujourd'hui en Libye, où chacun a pris position dans le conflit. Maintenant, s'ils estiment qu'aujourd'hui, il faut aller vers la Camille, il faut aller donc à l'unification donc du pays, parce que ça c'est important, puisque à l'est il y a toujours le général Haftar qui a encore une puissance pour l'instant inégalée, parce qu'il faut le dire. Donc s'il veut le faire, bon, on va leur accorder le bénéfice du doute et voir ce que ça peut être pour les législatives, parce que je me dis que ce sera le déclic. S'ils arrivent donc à bien organiser ces élections législatives, je crois que ils ont fait au moins 1000 pas vers quand même la normalisation donc de la vie sociale et politique donc en Libye. Donc on verra, mais sauf que je crains parce que les tensions, surtout avec les hommes de Haftar, bon, je sais que Haftar il va se présenter pour la présidentielle. Ouais. D'abord, c'est pourquoi je disais la dernière fois qu'on aurait pu laisser Haftar balayer le pays. Aujourd'hui, il serait peut-être à son deuxième mandat, ou je ne sais même pas. Il partira et quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Et puis, on aura déjà une situation normale depuis belle lurette. Donc, on verra la manière dont les choses vont se passer. Et si les puissances veulent quand même que ça se passe bien, ça se passera bien. Parce qu'en réalité, c'est eux qui décident. Je le dis, c'est eux qui décident donc de la Libye. C'est eux qui ont planifié ce conflit-là en allant un beau matin donc tuer quelqu'un qui est gênant. C'est eux qui l'ont alimenté, ils ont pompé le pays. Maintenant, s'ils décident que maintenant on doit les laisser tranquilles pour une vie normale en Libye, bon, on verra ce que ça va donner. Alors, le Magoula Kemayo, 30 nations préparent à cette conférence. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire plus? Ensuite, le gouvernement libyen s'est engagé à respecter la feuille de route de l'ONU quant à l'organisation des élections à venir. Vous pensez également que cela va avoir un impact sur ces élections? En réalité, il s'agit d'un double scrutin qui va être organisé. C'est-à-dire qu'il y aura la présidentielle et les législatives. Et ça en dit long sur ce que la communauté, cette fameuse communauté internationale recherche. En réalité, on devrait dire la communauté occidentale. Parce que si on parlait de communauté internationale, on devrait tenir compte du point de vue des voisins de la Libye, de l'Union africaine et de tout le monde. Or, ce qui dicte ici la conduite à suivre, ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et même à l'intérieur, ce n'est pas l'unanimité totale. C'est d'abord les ressortissants européens et les États-Unis qui choisissent ce qui va se passer. Et donc aujourd'hui, ce que cette fameuse communauté internationale veut, c'est qu'il y ait des élections qui vont légitimer un interlocuteur avec lequel ils pourront signer des contrats de façon tout à fait légale. Rien de plus. Il ne s'agit pas de remettre la Libye sur les rails de la croissance. Il ne s'agit pas d'apaiser le climat dans le pays. Il ne s'agit pas de faire mieux que ce que Kadhafi a fait. Il s'agit juste de dire 10 ans après l'intervention illégale qui a eu lieu pour renverser Kadhafi, nous voulons des interlocuteurs légitimes, légitimés par des élections.
un point, c'est tout. Parce que jusqu'à présent, quand je vois la manière dont il condamne la Turquie, qui est intervenue en Libye et qui a obligé tout le monde à réfléchir sur ce que devrait être la contribution des forces armées internationales en Libye, on comprend très bien qu'ils sont dans un jeu où ils veulent être les seuls maîtres à bord. Parce que pourquoi est-ce que la France, l'Angleterre et les États-Unis, plus l'Italie notamment, peuvent bombarder la Libye, intervenir en Libye sans aucun mandat international, et la Turquie qui vient faire le service après-vente doit demander l'accord de la communauté internationale pour le faire? On est dans un jeu de dupes qui profite au plus fort. Et donc, si on est dans les rapports de la jungle, n'invoquons pas la communauté internationale. Par ailleurs, je crois que cette conférence internationale sur la stabilisation de la Libye a été organisée maintenant, mais qu'il y a une autre conférence qui va être organisée en novembre en France, à peu près dans le même sens, pour voir comment est-ce qu'on financera ces élections. Mais c'est pas de ça dont les Libyens ont besoin aujourd'hui. Ils ont besoin qu'on leur remette leur pays dans un état correct. Ce sont ceux qui ont bombardé qui devraient payer pour la reconstruction. Or, on ne parle pas de ça. L'argent de la Libye qui a été gelé sous prétexte que c'était l'argent de Kadhafi, parce que c'était des comptes qui n'étaient pas au nom de Kadhafi, c'était des comptes au nom de la Libye. Donc, tout cet argent qui a été gelé, qu'en a-t-il été très concrètement? Est-ce que les Libyens pourront en revoir la couleur? Quid de toutes les livraisons de pétrole qui ont eu lieu pendant ces 10 années sans aucun contrôle? Quid de l'exploitation du pays qui a eu lieu pendant ces 10 années sans aucun contrôle? Et comment on fait aujourd'hui pour traiter? Parce que l'Égypte, à un certain moment, s'est proposé, celle qui soutient le général Haftar, a proposé d'intervenir également. Mais elle ne peut pas intervenir. La Turquie a fait le forcing. Mais aujourd'hui, il faut qu'on en arrive à une situation où l'Union africaine, qui n'était pas d'accord pour une intervention, bombardement de la Libye, qu'elle arrive à demander des dommages et intérêts pour la reconstruction de la Libye. Ça a du sens. Alors, les Libyens en ont profité pour dénoncer également des choses. Sylvestre, vous voulez ajouter quelque chose? Non, en fait, je voulais rebondir par la chute donc, de lui Magloire, parce que je me dis, quand lui me dit qu'il faudrait que l'Union africaine, je me dis qui osera donc demander à qui? Parce que la réalité, c'est que eux tous ont été cooptés par la fameuse communauté internationale. Et ils dirigent leur pays comme peut-être un domaine provincial. Alors, vous avez vu que avant donc le bombardement de la Libye, il n'y avait qu'un seul président africain, Jacob Zuma. À l'époque, qui a osé dire ouvertement qu'ils ne veulent pas quand même cette intervention. Mais les autres se sont... Le Niger non plus ne voulait pas. Hein. Le Niger a exprimé très clairement sa position là-dessus. Oui, mais l'Algérie n'était pas d'accord. Oui, mais il le disait. Il n'y avait que Jacob Zuma qui ouvertement l'a dit. Mais les autres, c'est vrai qu'ils murmuraient, mais bon, on les entendait peu. Voyez-vous, donc aujourd'hui, est-ce qu'ils ont en cœur ces chefs d'État africains qui sont là? Est-ce qu'ils peuvent oser dire ouvertement à la France et aux États-Unis, qui sont presque les pontes donc, de cette fameuse communauté internationale, est-ce qu'ils peuvent oser leur dire un mot? Voilà, c'est toute la question. Non, mais autre chose, c'est qu'on le sous-estime, mais je crois qu'il faut vraiment le mettre également dans l'appréciation, c'est que la situation aujourd'hui dans le Sahel est quand même la conséquence logique et directe de l'intervention en Libye. Donc, à ce titre-là, si les pays du Sahel, du Sahel ont accepté d'aller à cette conférence, je pense qu'ils devraient en chœur avec les autorités libyennes et les autorités de l'Union africaine, demander à la communauté internationale de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire reconstruire la Libye. Quand vous avez détruit, je pense que le minimum, c'est de réparer ce que vous avez cassé, c'est-à-dire de reconstruire. Et là, qu'on soit légitime ou pas, et je pense que la plupart d'entre eux sont légitimes, parce que le service après-vente qui n'a pas été fait, c'est à leur défaveur. Ils continuent d'en payer le prix aujourd'hui. Donc s'ils demandent une réparation, ce ne serait, de mon point de vue, que logique. Mais s'ils peuvent demander, c'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que lorsque le groupe Wagner doit arriver donc, au Mali, il y a même certains chefs d'État qui disent ouvertement qu'ils ne sont pas d'accord. Vous voyez, donc déjà avec cette posture-là, je me demande s'ils peuvent oser dire un mot. Parce que il y a un qui est en difficulté, c'est-à-dire un pays membre donc, de cette Union africaine qui est en difficulté, le Mali, et qui a fait recours donc, au groupe russe Wagner, et des chefs d'État africains, et même ceux d'Israël qui disent qu'ils ne sont pas d'accord.
Parce que la fameuse communauté internationale avec la France qui n'est pas d'accord, donc ils l'ont suivi. Voilà. Alors, ceux qui suivent le maître, est-ce qu'ils peuvent oser lui dire un mot? Voilà. Alors, Magloire, je disais que la Libye en a profité pour dénoncer des choses. Hein. Elle a réitéré son refus d'ingérence étrangère dans ses affaires et toute tentative de déstabiliser la Libye. Et vous pensez qu'elle sera écoutée ou bien qu'elle a été écoutée? Vous parlez de quelle Libye? Non, mais c'est juste des jeux de mots pour tromper la vigilance des honnêtes citoyens africains que nous sommes. En réalité, les autorités libyennes qui sont là actuellement, elles sont l'incarnation de qui? C'est-à-dire, elles sont là-bas par la bénédiction justement de ces mêmes personnes. Ceux qui les ont placés là-bas et qui sont initiateurs justement de cette conférence dont nous parlons. Et voyez-vous, prenez tout simplement la déclaration du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, au cours de cette conférence-là, qui dit que, partant justement de cette conférence, il peut annoncer avec certitude que les élections d'avril auront bel et bien lieu. Avril, c'est les présidentielles, les élections présidentielles, avril 2022. Les élections de décembre. Décembre, c'est les législatives. Voilà. Et quand cette déclaration est faite par quelqu'un qui n'est pas supposé être membre ou du moins appartenir à cet État-là, mais qui tient ce discours, ça voudra dire que les cartes se jouent bien ailleurs. C'est pour cela qu'on m'avait posé la question, mais j'ai dit, le monsieur qui a fait cette déclaration, ben, c'est juste pour se moquer des gens. Voyez-vous, s'il faut être sérieux, je crois que ce que... Et la France et ses amis occidentaux essaient de faire en Libye, je crois que c'est leur droit en fait. C'est un devoir, pas droit, mais c'est un devoir moral. Parce que, voyez-vous, ils ont fait ce qu'ils ont fait là-bas. Moi, je me rappelle d'une des déclarations de notre président Faure Gnassingbé, il n'y a pas longtemps à Dakar, lorsqu'il s'était agi pour un certain nombre de chefs d'État africains de réfléchir un peu sur l'Afrique et ses problèmes. Le chef de l'État togolais a clairement dénoncé cela. Il a dit, je n'ai pas trop sa formulation en termes, mais il dit, jusqu'à ce jour, il ne comprend pas ce qui a motivé les gens à faire ce qu'ils ont fait en Libye. Ça voudra dire que si des gens comme, des voix comme celle de Faure Gnassingbé, chef d'État, sauf qu'à l'époque, est-ce qu'à l'époque il a parlé? C'est ce que Sylvestre essayait de dire. Voilà, est-ce qu'à l'époque il a parlé? Moi je me dis, en fait, non, c'est une question. C'est une question que je pose. On ne l'avait pas vu parmi les courageux de l'époque. Malheureusement, même aujourd'hui, je me dis, il vaut mieux tard que jamais. C'est quand même un acte courageux qu'il a il faut le préciser, c'est un acte courageux. Et n'oublions pas également que le feu président Idriss Déby Itnou du Tchad également était fondamentalement contre. Lui aussi. Parce qu'il était un peu cette barrière-là. Il subissait, n'est-ce pas, tout ce qui venait comme rébellion, tout ça, pour que ça n'atteigne pas la côte. Et malheureusement, ça a coûté des vies humaines au Tchad et tout. Mais je crois que tout ceci mis ensemble a permis à la communauté internationale, là, entre griffes, de comprendre en réalité, comme le disent nos amis ivoiriens, qu'ils ont zaillé. Ils ont gaffé grave et qu'il faille absolument réparer le tort. C'est ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est eux qui mettent l'argent dedans. C'est eux qui définissent les stratégies qu'il faut faire. Et tout ça, je dis, tant mieux, parce qu'ils n'ont pas demandé l'avis de quelqu'un pour bombarder Tripoli, pour faire de la merde entre griffes, ce qu'ils ont instauré là-bas. Quand on me dit l'Union africaine, normalement, c'est l'Union africaine qui doit être un répondant véritable. Est-ce qu'elle a été invitée? Qui ça? Oui, les organisations ils ont été invités, mais je vous dis, dans ce débat-là, c'est juste pour décorer un peu la conférence. Sinon, l'Union africaine, comme Sylvestre l'avait dit, allez scruter un peu le budget de l'Union africaine. Vous allez voir que le budget de l'Union africaine porté à 2/3, n'est-ce pas, par cette communauté, enfin l'Union européenne et ses amis. Partant de ce là c'est difficile de vous opposer carrément aux Occidentaux lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de défendre votre autonomie. Et c'est ce que l'Union africaine n'avait pas pu faire véritablement. Et aujourd'hui, moi je dis, je suis tranquille dans mon coin parce qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, Dieu aidant, ils ont reconnu
leur faute. Et ce qu'ils font là-bas, c'est un devoir moral qu'ils sont en train d'accomplir. Et donc moi, j'attends calmement qu'ils installent l'autorité qu'ils veulent installer. Mais après, le plus important, c'est que les Libyens retrouvent, n'est-ce pas, leur mode de vie d'antan, même si ça va être difficile. Je ne crois pas qu'ils peuvent encore ça va être très difficile. Très difficile. Mais au moins le minimum. Parce qu'aujourd'hui, Haftar, quelque part, l'armée même libyenne, elle n'est pas soudée. Il y a plusieurs clans. On parle de 20 000 ou de 200 000 mercenaires aujourd'hui qui opèrent en Libye. Ce n'est pas facile, mais je crois que petit à petit, le plus important, le plus important là, c'est que quand ceux qui ont fait cela, parce que ça me gêne un peu de répéter la communauté internationale, comme mon ami Magloire, ceux qui ont fait cela, oui. Comme c'est eux qui sont devant, j'ai espoir qu'ils vont parvenir quand même à rétablir un peu l'autorité en Libye, mais sauf que ça prendra du temps à remettre tout sur les rails. Mais je me dis, je suis confiant, il faut leur donner le temps qu'il faut, ils y arriveront. Le Magloire Kemayo et Sylvestre Béni, donc c'est certain, au moins les élections législatives le 24 décembre 2021 en Libye. Ben, elles auront lieu. Je pense que comme au Mali, comme en République centrafricaine, où on a organisé des élections dans un contexte exécrable, les élections auront lieu en Libye. Mais le problème, c'est que, est-ce que cela va résoudre tous les problèmes? Une élection n'est pas la panacée. Une élection donne une légitimité pour conduire les affaires, mais elle ne résout pas tous les problèmes. Sinon, demandez aux révolutionnaires en Algérie ou au Soudan où ils en sont aujourd'hui. Je ne veux pas remonter jusqu'à la Tunisie avec le printemps arabe, mais on a tous ces problèmes-là qui sont que une fois qu'on a organisé l'élection, il faut les moyens de la politique qu'on a annoncée. Et si vous ne les avez pas, malheureusement, ça ne marchera pas. Dans le contexte libyen, un peu comme en Afghanistan, on est dans une organisation qui était et qui reste très tribale. Et donc, comment on fait pour passer d'une société politique très tribalisée vers un régime démocratique qui ne tient plus compte de toutes ces identités-là? C'est très compliqué. On a cassé un outil, on a cassé un modèle sans réfléchir à ce que pourrait être la suite. Et tout le problème de la reconstruction de la Libye est bien là. C'est qu'on n'a pas pensé à l'étape d'après en cassant le système Kadhafi et en tuant Kadhafi. Ça va être un test majeur pour peut-être les élections présidentielles en 2022. Oui, moi je reviens à mes formulations du début. Ceux qui ont planifié ce conflit, l'ont exécuté, l'ont alimenté, ont décidé aujourd'hui de donner peut-être une autorité à la Libye. Accordons le bénéfice du doute et on verra ce que ça va donner. Puisque même ils le disent, qu'ils sont sûrs que ça va se tenir, puisque Jean-Yves Le Drian l'a dit. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont quand même quelques leviers. Ils ont la formule, ils savent ce qu'ils doivent faire. Bon, on verra, c'est très bientôt, hein, novembre jusqu'en avril et tout ça, on verra ce qui en sera. On marque la pause pour le journal et on revient avec nos invités.